et puis la France au milieu, la Belgique, bien entendu. À chaque fois, on s'appuie sur des paysages assez exceptionnels. Donc les villes qui ont été mises en avant sont donc les principales. Il y en a d'autres que l'on n'a pas pu faire figurer, alors soit parce qu'on n'avait pas les éléments, les photos significatives, ou parce que ça faisait trop long, sinon. C'était aussi pour ne pas être trop long. Et le troisième aspect qui pourrait être ajouté dans ce PowerPoint, et qui n'existe pas du tout là, c'est tout ce que l'on appelle le patrimoine immatériel. Parce que cette route, cette via, s'appuie aussi sur notamment les légendes carolingiennes dont parlera tout à l'heure Philippe Vaillant, et notamment elles ont donné lieu dans toute l'Europe à des manifestations culturelles qui sont la plupart du temps elles-mêmes reconnues par l'UNESCO. Bon, on pense ici, on avait d'ailleurs ce midi au restaurant devant nous l'exemple, les marionnettes de Sicile, les marionnettes de Liège, qui ont d'ailleurs amené après Charleville-Mézières à être capitale mondiale des marionnettes, mais c'est aussi pour la Belgique les géants portés, donc Ath dans Dermonde par exemple. Ce sont aussi dans les Pyrénées, puisqu'il y a des amis de Lourdes là qui sont ici, et dans le château de Lourdes, on a justement le costume de la danse du Bayard, donc qui est une danse folklorique qui est également sur le thème du cheval Bayard. Il y a les chants pyrénéens, donc béarnais par exemple, sur également la chanson du cheval Bayard. Et il y a toute la culture européenne qui s'en est emparée, que ce soit sur le plan musical, dans toutes les disciplines artistiques. Là, je vous ai parlé des arts et traditions populaires, mais il y a aussi la culture et beaux-arts. Et si on prend rien que pour la musique, ce sont Handel, Haydn, Vivaldi, Lully. Bon, pour la littérature, c'est Shakespeare, Cervantes, Gleich, Tieck. Donc vous voyez qu'on a quand même une représentation très forte de la culture européenne. Je ne vais pas vous citer ce qui est les arts plastiques, parce que c'est pareil, il suffit d'aller au Louvre pour avoir toute une série de pistes. Bon, toutes les statues que vous avez vues ici, certaines sont récentes, datent du 19e siècle, bon, les statues de Charlemagne. Par contre, les statues de Roland, comme celle de Brême, qui a été la première construite, date de 1404. Mais celle de Riga qui est au-dessus, c'est pour ça qu'on l'a mise sur la route d'ailleurs, elle date de 1444. Et il y a des statues de Roland dans toute l'Europe, de l'Europe du Nord beaucoup, Greifswald, Stralsund, mais aussi dans l'Europe centrale, Bratislava, Prague et Dubrovnik par exemple. On retrouve la présence de cette statue de Roland qui est un personnage clé du Moyen-Âge, qui a d'ailleurs vécu jusqu'à ces temps modernes, donc il suffit de voir la Première Guerre mondiale et tous les gens qui portaient le nom de Roland. D'ailleurs, je suis tout à fait dans le sujet en parlant de Roland, Première Guerre mondiale, la gare de Metz. Si vous allez à la gare de Metz, vous avez vu le vitrail de Charlemagne de la gare de Metz qui apparaît, mais devant l'entrée de la gare, il y a la statue de Roland. Et suivant la période d'occupation française ou allemande, on lui a mis des moustaches ou on lui a retiré des moustaches. Bon, donc c'est pour vous dire que c'est un sujet qui est resté, y compris moderne. Donc voilà, je vais finir cet exposé là parce qu'il pourrait être plus long, mais déjà c'est déjà pas mal. Mais en tout cas, avec cette route-là, on a la possibilité de visiter toute la culture européenne. Merci beaucoup. Monsieur Losato, alors vous êtes chercheur, présentez-vous peut-être en deux mots. C'est la première fois que j'ai le plaisir de vous croiser en ce qui me concerne, donc je ne suis pas en capacité de vous présenter aussi précisément que vous le ferez vous-même. Même timing un peu contraint, pardonnez-moi, mais expliquez-nous comment la recherche universitaire, comment l'ensemble des travaux menés par un certain nombre de gens de science ont permis aussi de concrétiser autour de cette saga de Charlemagne et de tout ce qui tourne autour. On a parlé de Bayard et autres. Merci de votre contribution et de votre présence, en tout cas cet après-midi. Merci beaucoup, Président Bachy. Bonjour à toutes et à tous. Très vite, j'ai été le directeur pendant 2 ans du Centre d'ingénierie appliquée au tourisme à l'Université de la Sorbonne. Et parallèlement aux recherches, nous avons surtout développé des applications et des méthodes pour essayer de travailler à la fois sur les aspects matériels,
et notamment sur les aménagements touristiques dans le monde. Bon, je précise aussi que, au-delà de mes activités universitaires avec mon équipe, nous avons contribué à pas mal de plans dans le monde, pas mal de travaux concernant tel ou tel aspect du tourisme. Alors aujourd'hui, je vais extraire certains aspects de ce PowerPoint qui est beaucoup plus général, si on veut dire. Il n'a pas été fait spécialement que pour aujourd'hui. Et il y a là-dedans, effectivement, pas mal d'éléments qui touchent, par exemple, les stratégies, les techniques de mise en route des routes, et j'en passe. Notre expérience s'appuie aussi sur la Via Francigena, à laquelle nous avons collaboré un petit peu, ainsi que la Voie des Phéniciens, dans le cadre de la Commission européenne. Alors aujourd'hui, l'intérêt, c'est de dire, comme vous pouvez le voir d'abord sur cette première diapositive, quels sont, à propos de cette route, les intérêts majeurs qu'on va rencontrer. Dans le fond, c'est pourquoi on va développer une Via Charlemagne, quelle raison? Et surtout pour qui? Quels sont les types d'enjeux et quelles sont les retombées économiques? Il est évident que je ne vais pas... Oui, il est évident que je ne vais pas passer tout ça en revue. Aujourd'hui, l'essentiel, on a rappelé tout à l'heure avec Noël Orsa toutes les richesses qu'on y trouve sur ces routes. D'ailleurs, je dis souvent que les régions, c'est le poumon de l'Europe et que les routes culturelles, les vias, ce sont les artères de l'Europe. Alors maintenant, on a des poumons, on a des artères, mais il faut du sang pour que ça fonctionne. Et le sang, c'est d'abord tout ce qui touche l'économie et le social. Alors je vais surtout insister là-dessus. Voilà, alors dans le fond, première question que nous posons, qui pourrait bénéficier de tout ça, qui va en bénéficier? Bon, les enjeux économiques pour les territoires directs, c'est pour qui? Ben, d'abord, évidemment, c'est qu'il faut des sites, et là on vient de les voir, on a des sites nombreux qui vont permettre d'attirer, de garder des gens, ça marche déjà, on ne part pas de zéro, hein, entendons-nous bien. Notre problème c'est, est-ce que la Via Charlemagne va apporter des plus? Puisqu'il y a déjà des fonctions touristiques et des fonctions culturelles. Dans quelle mesure les Via Charlemagne, s'agrégeant à ce qui existe, va apporter des plus? Alors qui devra en bénéficier, qui en bénéficie déjà? Les commerçants, bien entendu, au sens très large. Ça peut être le commerce tout à fait banal quotidien, ça peut être évidemment des artisans, donc toutes sortes de commerçants. Les hébergements, et quand nous entendons hébergement, nous ne pensons pas qu'aux hôtels, bien entendu. Nous pensons des breakfasts, aux chambres d'hôtes, toutes les sortes d'hébergements qu'on rencontre aujourd'hui. Je prendrai l'exemple, peut-être que certains connaissent, sur la Via Francigena, la petite ville de Pienza, hein, dans le Val d'Orcia, qui se trouve entre Sienne et Arezzo, a connu un boom formidable, non seulement touristique déjà qui existait, mais je peux vous dire qu'aujourd'hui, beaucoup de touristes et de visiteurs passent par les vallées voisines et s'arrêtent à Pienza grâce à la Via Francigena. Et lorsqu'on a fait des études auprès des commerçants, tous les commerçants nous ont dit en général, quoi, eh bien écoutez, oui, regardez, aujourd'hui, nos chiffres d'affaires ont augmenté. Et autre retombée pour les communes. Alors par commune, je voudrais faire peut-être une petite mise au point par rapport à ce qu'a dit Noël tout à l'heure. C'est que les grandes villes, telles que Hambourg, Chapelle, Strasbourg, Rome, Milan, les grandes villes ont déjà, comment dirais-je, un potentiel touristique très important et un potentiel économique important. Nous nous sommes aperçus sur les routes précédentes que celles qui en bénéficient le plus et qui doivent en bénéficier le plus, ce sont surtout les petites villes et les villages. Ce sont surtout ceux-là. Et si on arrive à avoir des retombées, je dirais, dans les espaces intermédiaires, c'est capital. Ça marche aussi, il faut le dire, je ne veux pas ici revenir à la stratégie, mais ça marche aussi si les grandes villes sont dynamiques. Il paraît que tout se tient. Si vous avez par exemple des festivals dans des villes importantes, les petites villes en bénéficient, et du coup la Via Charlemagne va apporter un plus à ces petites villes et aux gens qui sont dans ces espaces ruraux intermédiaires. Donc ça, ce sont on pourrait dire dès le départ, les choses les plus évidentes. Mais voyons un petit peu cela de plus près. Les impacts indirects, c'est sur les transports, les équipements, les habitants.
hein, même si les habitants ne sont pas tous directement des commerçants. Les transports, c'est très important. Alors, il y a les transports évidemment classiques qui apportent déjà les touristes dans les villes importantes, mais ensuite, il y a toute autre sorte de transports intermédiaires qui vont bénéficier de la via Charlemagne, comme c'était le cas dans les vias précédentes. Un des exemples les plus spectaculaires, c'est le développement du cyclotourisme ou du vélotourisme. On a regardé sur la via Charlemagne, on a plusieurs centaines, voire milliers de kilomètres possibles. Hein, et je rappelle aussi que actuellement, ce genre de tourisme, en tout cas ce genre de découverte est très à la mode et que ça rentre aussi dans un contexte beaucoup plus large. Beaucoup de nos contemporains sont très sensibles aujourd'hui, pas seulement à un tourisme commercial et classique, mais je dirais à la rencontre de la nature et de la culture. Et voilà pourquoi, du coup, la via Charlemagne, certainement, un de ses aspects importants, de ses actions importantes, c'est de favoriser ce binôme nature-culture, notamment dans les secteurs intermédiaires entre les grandes villes. Allons un petit peu plus loin, si vous permettez. Voyons de façon encore plus concrète, on va être de plus en plus concret. Ici, je rappelle, aujourd'hui, quelle est la dépense, quels sont les types de dépenses des visiteurs et des touristes. Eh bien, sachez que nous avons travaillé cela à l'échelle européenne. Sachez que la moyenne de dépenses d'un touriste, je parle sur ce slide, vous avez surtout toutes dépenses confondues, c'est-à-dire la moyenne de transport, la moyenne de l'hôtel, la moyenne des hébergements de base, de toutes les dépenses de base, et il s'agit de dépenses jour. Alors, dépenses jour comprenant une nuit, entendons-nous bien. Alors, ça part de 50 €. Ce sont les dépenses évidemment les plus faibles. La moyenne, c'est entre 175 et 200 € jour, et ça peut monter jusqu'à 350 €, mais on doit dire que lorsqu'il s'agit de touristes qui s'arrêtent par exemple dans des bed and breakfast ou des chambres d'hôtes, évidemment, on n'est pas à ce niveau-là. Alors, si je prends 350 €, c'est pour surtout vous indiquer quelque chose qui est très important, c'est qu'à l'échelle mondiale, dès qu'on atteint 350 € de dépenses par jour, par personne, hein, là, le nombre de clients dégringole très vite. Hein. Nos travaux ont démontré qu'à 400 €, 500 € jour, il ne reste plus que 2% des touristes dans le monde qui payent ça. Il faut savoir. Donc, on a des contraintes, des limites économiques très précises à ce sujet. Pourquoi? Parce que le tourisme vend du rêve et de l'immatériel, essentiellement, hein, de la découverte. Hein. Mais, bien entendu, j'aurai l'occasion d'en revenir là-dessus. Je voudrais terminer quand même aussi par quelque chose qui est une sorte de projection qu'on a essayé de faire sur cette via Charlemagne. La voici. Quel chiffre d'affaires annuel? Combien d'emplois? Alors, si par exemple, on arrive à avoir 1000 visiteurs de plus, hein, mais sur l'ensemble de la via Charlemagne, c'est pas utopique, hein, ça représente entre 80 000 et 150 000 € annuels et 2 à 4 emplois supplémentaires. Alors je passe, vous voyez sur le tableau hein, que vous avez en face de vous, si on arrive à avoir 1 million de visiteurs de plus grâce à la via Charlemagne, alors à ce moment-là, on va tourner entre 80 millions et 150 millions d'euros, hein, et nous allons créer entre 2000 et 4000 emplois. C'est une projection pour l'instant qui reste vraiment très générale, parce que le travail futur, M. Beaupuy, qui sera mené, très important là-dessus, ce sera de reprendre ça de très très près et de projeter ça, je dirais, secteur par secteur de la via Charlemagne. Je ne vais pas être beaucoup plus long, vous avez compris qu'aujourd'hui, on n'a pas trop de temps, mais je voudrais quand même rappeler ceci, parce que sinon, on ne va pas comprendre comment ça marche. Toutes nos indications, toutes nos recherches s'appuient sur une chose très simple. Le problème, c'est comment faire venir des gens. Premier problème, quelle attractivité, et ça, ça l'a montré, la via Charlemagne a de multiples attractivités culturelles et autres. Mais le problème, c'est de garder les gens, c'est de les faire bouger, de les garder. Et ça, c'est très important. Parce que le succès va dépendre de la capacité que nous aurons de maîtriser le temps et l'espace, si j'ose dire. Car sachez que dès le moment où on garde des gens pendant une journée qui ont des activités pendant 6 heures, ça déclenche une nuit. C'est-à-dire qu'il faut que les gens restent une nuit quelque part. Si on est en dessous de ces 6 heures,
ça reste que des haltes, des excursions. Donc il y a tout un travail à faire pour savoir justement à partir de ce baromètre, ce paramètre que nous appelons nous le temps basket. Vous savez, c'est comme basket, c'est le temps réel d'activité, contrairement au football où on a joué des minutes. Donc c'est un des indicateurs clés. Mais sachez qu'il y a de très nombreux indicateurs techniques et qu'en fin de compte, l'essentiel c'est de savoir si c'est bien Charlemagne va apporter un plus humain et un plus relationnel, de façon à ce que ça reste autre chose qu'une voie morte. Merci. Bien. Merci beaucoup. Pour ceux qui disent que les universitaires sont payés à faire de la théorie et qui ne s'inscrivent pas dans la pratique, vous venez d'apporter un sérieux démenti parce que, effectivement, l'analyse comparative, les études de modèles de développement débouchent sur un certain nombre de conclusions très concrètes. La bataille pour la création d'emplois, pour la création d'activités est, je dirais, un enjeu fantastique et très important pour chacun de nos territoires aujourd'hui. Et donc c'est vrai qu'une route, quelle qu'elle soit, c'est finalement quoi? C'est la construction d'une destination touristique. C'est la construction d'une offre. C'est rendre visible un parcours, un schéma de découverte qui permet de faire du tourisme intelligent. On peut faire du golf, on peut aller se dorer sur une plage, ça peut être aussi agréable, mais en même temps, je veux dire, l'idée aussi de ces routes transeuropéennes, c'est non seulement la redécouverte du patrimoine de l'Europe, de son histoire, de ses valeurs, de ses traditions, de ceux et celles qui l'ont construite, de ses légendes, mais c'est aussi, effectivement, au quotidien, des retombées pour des acteurs économiques de terrain qui ont besoin de vivre et qui, structurés, mobilisés, fédérés autour d'un objectif commun et d'une destination commune, peuvent en tirer le meilleur bénéfice. Merci en tout cas de la démonstration très percutante que vous nous avez faite dans le domaine et de l'ambition surtout que vous voulez bien donner à ce qui nous réunit cet après-midi. On va finir peut-être par un retour à l'histoire, parce que je connais Philippe et je sais à quel point il est attaché aux légendes européennes, mais c'est la part non pas du rêve, peut-être, mais en tout cas, les symboles que l'on va retrouver à travers les quelques mots que va nous dire Philippe. Je te connais, Philippe, donc sois court. Car je connais ta passion. Quand tu déclames l'histoire des 4 officiellement, les légendes qui tournent autour de Bayard et de Charlemagne, c'est une manière de boucler la boucle. Après, c'est promis, on donne la parole. Oui, merci Jean-Paul. Je pense qu'il est important d'insister auprès de vous sur la dimension culturelle de la WIA Charlemagne, tout du moins la dimension culturelle qu'elle peut prendre une fois qu'elle sera constituée. Outre la belle idée, naturellement, qui nous anime tous, de mettre ensemble tourisme et culture, je crois qu'il est important de faire comprendre qu'un atout déterminant de l'avenir et de la réussite de cette Via Charlemagne est précisément dans cette dimension historique, j'ajouterais même poétique, parce que nous disposons pour ce faire d'une légende, comme on dit aujourd'hui, mais cette légende attachée pour nous dans les Ardennes françaises à un paysage est beaucoup plus qu'une légende parce que c'est une épopée qu'on appelle aussi parfois une chanson de geste. Alors oui, nous bénéficions d'une magnifique chanson de geste qui s'appelle la chanson des 4 fils Aymon, dont le nom savant est Renaud de Montauban, et qui, tenez-vous bien, a tenu poétiquement en haleine, en contribuant en quelque sorte à son unité, pendant 4 siècles, dans toute l'Europe chrétienne, grosso modo, dans toute l'Europe actuelle. Alors là, il y a là un capital historique et poétique d'une première grandeur. En quelques mots, ces 4 fils Aymon, bon, vous les connaissez, ils s'appellent Renaud Alave, Guichard et Richard. La tradition populaire les a retenus comme chevauchant tous les 4 un même cheval, qui est le cheval Bayard, le cheval B, dont la robe
et couleur de la terre, B, Bayard, et on les voit chevauchant par monts et par vaux pour éviter, pour ne pas encourir la colère de Charlemagne. Bon, on aurait le temps, on verrait qu'il s'agit beaucoup plus qu'une histoire de simple rebelle, qui a là un éloge de la féodalité, mais ça c'est un autre propos pour une autre fois si vous voulez bien. Mais ce qu'il est important de retenir, voyez-vous, c'est qu'il y a des marques, il y a des traces des 4 fils, tous les 4 montés sur le cheval Bayard, à travers toute l'Europe. Il y a des traces laissées par le cheval Bayard, par son pas, par son hennissement, par ses bondissements, dans le paysage en général de l'Europe. Imaginez également qu'une histoire dont la tradition manuscrite est extrêmement riche, il est important de dire que le manuscrit le plus ancien, naturellement, en vers, date de la fin du XIIIe siècle, et essayer d'imaginer une histoire qui s'appuie sur un personnage historique, Charlemagne, et 4 siècles après. Essayez de voir une correspondance aujourd'hui. Et qui va mettre en jeu des personnages purement inventés. La critique au XIXe siècle cherchait à tout prix à trouver des prototypes historiques aux différents personnages. On se rend compte aujourd'hui que la recherche est vaine. Mais ce qui reste fondamental, ce sont ces 4 chevaliers, tous les 4 montés sur Bayard, et qui vont avoir une renommée à travers toute l'Europe pendant plus de 4 siècles. Voilà, c'est ça, vous voyez. On vous parlait tout à l'heure du sang dans les artères de l'Europe à travers ces chemins touristiques, mais je pense qu'une part importante de ce sang est dans la dimension historique, et je dirais surtout, beaucoup plus que du rêve, dans la dimension poétique d'une telle légende. Et je voudrais terminer en vous disant que si l'on veut que tout cela passe, et si nous voulons pouvoir retenir, effectivement, car c'est ça la grande affaire, une fois cette route ouverte, c'est de retenir les gens qui viendraient la parcourir, il faudrait que nous songions, mais c'est déjà commencé pour notre part dans les Ardennes françaises, sous la houlette de Noël, il faudrait que nous songions à former des guides, pas seulement des guides touristiques, mais des guides qui soient également capables de donner une certaine consistance historique pour répondre aux questions des uns et des autres, mais surtout des guides qui soient des guides conteurs, capables de chanter, danser, psalmodier à nouveau l'étonnante et merveilleuse histoire des 4 fils Aymon dans toute l'Europe médiévale et avec la vie à Charlemagne dans toute l'Europe actuelle. Vous voyez le côté extraordinaire de cette histoire de Charlemagne. Lui, le bâtisseur, mais aussi ses rebelles. Ou du moins autour de lui, toute une histoire complexe qui se dessine, qui prend d'ailleurs des colorations différentes. Quand vous allez du côté du Pays Basque et que vous essayez de savoir ce qui s'est passé exactement entre Charlemagne, ceux qui se révoltaient contre lui, les Sarrasins qui étaient aux portes, on découvre que finalement les ennuis principaux qu'ils ont eus, c'était avec les Basques. Et qu'on est presque dans l'Europe des régions et sa complexité à travers ça. Enfin, je ne veux pas trop faire de digression sur le sujet. Simplement, ce que je voudrais, à travers l'intervention de chacun de ceux qui viennent de s'exprimer, souligner la richesse de tout cela, de ce patrimoine, comme vient de le dire très justement Philippe Vaillant, et de ce que l'on peut en décliner d'applications concrètes pour mobiliser des acteurs locaux, des régions, des collectivités locales, des départements, des acteurs touristiques, des hébergeurs, des gens qui ont le sens de l'accueil, des guides, des jeunes qui ne demandent qu'à s'exprimer en plusieurs langues depuis celle de l'Allemagne et de Hambourg, voire au-delà, jusqu'à Riga, jusqu'au fin fond de l'Espagne. Bien, donc il y a derrière tout cela un énorme travail à faire. Alors le but de cette réunion, c'est aussi maintenant de vous entendre.
et de vous entendre nous dire, dans la diversité de vos responsabilités, chacun de ceux et de celles qui va s'exprimer, nous leur demandons de nous dire qui ils sont, pourquoi ils sont là et ce qu'ils attendent de ce travail autour de ces routes, de cette route. Merci en tout cas de votre contribution et de ce que vous pouvez apporter à la construction commune. Une bâtisse, ça se fait avec plusieurs pierres, et donc le souhait, c'est que chacun et chacune puisse maintenant apporter la sienne. Nous vous écoutons. Qui ouvre le débat? C'est évidemment le premier qui est le plus difficile à mobiliser. Je ne me doutais pas que mon ami Jean-Marc Delisée allait nous aider dans le lancement de la discussion. Jean-Marc, tu te présentes en 2 mots, et puis ensuite, je ne doute pas que d'autres intervenants viendront s'exprimer derrière toi. Voilà, bonjour messieurs les présidents, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Jean-Marc Delisée, je suis député fédéral belge et j'habite sur la frontière franco-belge à Virmoinval, dont je suis le bourgmestre. En Belgique, on dit le bourgmestre, le maire. Alors, félicitations pour cette présentation. On a déjà eu l'occasion, évidemment, Noël, de se rencontrer, de faire des courriers, de se porter un peu de soutien. Donc, je me suis dit que, puisqu'il y avait une présentation ici, je me devais, en tant que frontalier, d'être présent et d'apporter un soutien en tout cas pour ce qui me concerne le côté belge. Le hasard de mon calendrier cette semaine faisait qu'en début de semaine, j'organisais une réunion de la région de l'Entre-Sambre-et-Meuse belge sur le tourisme mémoriel. On est dans une période de commémoration. On a commémoré le centenaire de 14-18, on a commémoré le 70e anniversaire, le 70e, pardon, anniversaire de la Libération, et puis le bicentenaire de Waterloo. Bref, là aussi, oui bon, sans commentaire, c'est pas mon propos. C'est un événement qui a contribué à la construction de l'Europe. Absolument, voilà, on peut avoir toutes les lectures. Je suis en train de lire le livre de Jospin sur le mal napoléonien, donc voilà, il y a tous les avis sur le sujet, mais tout ça pour dire que c'est, à une autre échelle évidemment, l'occasion de réfléchir sur des parcours mémoriels sur un de ces 3 thèmes, 14-18, Seconde Guerre mondiale ou Waterloo, de réunir des municipalités, le secteur culturel, touristique, et d'essayer d'avoir ce que vous avez appelé des nouveaux produits touristiques, une nouvelle offre, ce qui suppose évidemment des lieux, ce qui suppose de l'hébergement, ce qui suppose des circuits, enfin une documentation pédagogique, enfin un matériel pédagogique. Donc il y a autour de ça tout un travail. Donc ce petit travail réalisé à l'échelle d'une sous-région, c'est en fait la même démarche que ce qui est ici à un niveau transfrontalier ou transnational, via